Je rentre de l'hôpital et les trouve, ma sœur et mon mari, dans mon lit. Moi qui l'avais accueilli. Je suis parti sans un mot, bloquant tout. Mais ce qui s'est passé ensuite a stupéfié tout le monde. Le silence fut la première chose que j'ai remarquée. Ce n'était pas un silence paisible, le genre que l'on recherche après une longue journée au bureau ou un dîner de famille chaotique. C'était un silence lourd, anormal, et épais. Je sentais au plus profond de moi que quelque chose n'allait pas. Je venais de sortir de l'hôpital avec un jour d'avance. J'avais 42 ans et j'avais passé les dernières 48 heures à me remettre d'une appendicectomie d'urgence. J'avais l'impression que mon corps avait été écrasé par un camion. Chaque petit mouvement provoquait une douleur aiguë et lancinante sur mon côté droit, là où les points de suture me maintenaient. J'avais pris un VTC pour rentrer, car je voulais faire la surprise à mon mari, Marc. Je pensais qu'il serait inquiet. Je pensais qu'il serait heureux de me voir. Je l'imaginais se précipiter vers la porte, m'aider avec mon petit sac de voyage, peut-être me préparer une tasse de thé et m'installer confortablement sur le canapé avec une couverture chaude. Marc était censé travailler à domicile. Il était graphiste indépendant, ce qui signifiait que son emploi du temps était flexible, et il avait promis de garder son agenda libre pour s'occuper de moi. Et ma sœur cadette, Chloé, était notre invitée depuis si longs mois. Elle était censée être à un entretien ou en train de battre le pavé à la recherche d'un emploi, remettant enfin sa vie sur les rails après sa dernière série de malchance. Mais l'appartement était totalement immobile. C'était le silence suspendu d'une respiration retenue, et il fit se hérisser les poils de mes bras d'une soudaine et froide terreur. Je posai mon sac près de la porte, mes mouvements lents et maladroits. La douleur sourde dans mon côté était désormais une connaissance familière, mais une nouvelle douleur, plus aiguë, commençait à naître dans ma poitrine. Un nœud d'anxiété serré qui n'avait rien à voir avec l'opération. Je n'ai pas crié leur nom. Un instinct primaire m'en a dissuadé. J'avais le sentiment que crier dans ce silence oppressant briserait quelque chose de fragile et d'irréversible. J'ai avancé dans le couloir, mes chaussettes antidérapantes de l'hôpital chuchotant contre le parquet poli. La porte de notre chambre, la suite parentale au bout du couloir, était habituellement grande ouverte pour laisser filtrer la lumière de l'après-midi. Aujourd'hui, elle était fermée, à l'exception d'une minuscule fente. Juste une fine bande d'obscurité. En m'approchant, je l'ai entendu. Un doux murmure. Un son que je n'ai pas pu identifier au début, suivi d'un rire grave et rauque. C'était le rire de Chloé. Nos parents le décrivaient toujours comme cristallin, comme le son d'un carillon délicat, un son qui apportait de la joie à tous ceux qui l'entendaient. Mais en l'entendant maintenant, venant de derrière la porte fermée de ma chambre, il ne ressemblait pas à un carillon. Il ressemblait à du verre brisé. Mon sang se glaça dans mes veines, se transformant en une boue glaciale. Ma main semblait déconnectée de mon corps alors que je l'attendais. Je n'ai pas poussé la porte. Pas encore. Je me suis juste penché en avant, regardant à travers cette étroite ouverture. Et ils étaient là, dans mon lit, dans le grand lit à baldaquin que Marc et moi avions choisi pour notre 10e anniversaire. Les draps frais et propres que j'avais mis juste avant d'aller à l'hôpital, en coton égyptien, mes préférés, étaient un désordre emmêlé et chaotique autour de leur corps. Ils ne m'ont pas vu. Ils étaient perdus dans leur sordide petit monde. La tête de Marc était enfouie dans le creux du cou de Chloé. Je pouvais voir le tatouage tribal familier sur son omoplate, celui que j'avais tracé avec mes doigts 1 millier de fois. Les doigts de Chloé, manucurés avec le vernis coûteux que j'avais payé, étaient emmêlés dans ses cheveux. La trahison était si absolue, si visuellement obscène, que l'air m'a semblé soudain manquer dans le couloir. Ce n'était pas seulement mon mari depuis plus d'une décennie. C'était ma propre sœur, la sœur que j'avais accueillie sans poser de questions quand elle avait perdu son appartement. La sœur dont je payais les primes d'assurance maladie. La sœur qui mangeait ma nourriture, utilisait ma voiture et portait mes pulls. Ma première impulsion ne fut pas de crier. Ni de jeter quelque chose ou d'entrer en trombe pour les séparer. C'était une paralysie étrange et terrifiante. Je me sentais comme si je flottais hors de mon propre corps, regardant cette tragédie arriver à une autre pauvre femme nommée Sophie. J'ai remarqué la façon dont le soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores, illuminant les grains de poussière dansant dans l'air au-dessus de leurs têtes infidèles. J'ai vu la pile de vêtements de travail de Marc jetés négligemment sur le fauteuil dans le coin. J'ai vu le jean de Chloé, celui de Marc que je lui avais acheté pour son anniversaire, affalé par terre à côté de mon côté du lit. Puis Marc a bougé. Il a relevé la tête. Ses yeux,
embrumés de plaisir, se sont tournés vers la porte. Le changement fut instantané. La panique, pure et non diluée, a effacé la satisfaction paresseuse de son visage. Il s'est figé comme un animal surpris pris dans les phares d'une voiture, sa bouche s'ouvrant en un oh muet d'incrédulité. Chloé, le sentant se raidir, tourna la tête. Son expression passa du contentement à l'horreur aux yeux écarquillés en une fraction de seconde. Sophie, souffla-t-elle. Je suis resté là, ma main agrippant le cadre de la porte si fort que mes jointures sont devenues blanches. La douleur de mon incision s'est ravivée, un couteau brûlant se tordant dans mes entrailles, mais ce n'était rien comparé au couteau qu'il venait de planter dans mon dos. Je voulais vomir. Je voulais mourir. Je voulais incendier la maison. Si vous écoutez ceci et que vous ressentez ma douleur, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous. Cela me fait savoir que vous êtes incroyable et que vous êtes avec moi dans ce voyage. Votre soutien est un immense encouragement pour moi. S'il vous plaît, commentez le chiffre 1 pour que je puisse vous reconnaître. Et maintenant, écoutez la suite de mon histoire. Je n'ai pas dit un mot. Marc s'est empressé de remonter le drap, son visage pâle et cireux. Sophie, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. La bêtise insultante de ce cliché a failli me faire rire. C'était exactement ce que ça semblait être. C'était mon mari couchant avec ma sœur dans mon lit pendant que je me remettais d'une opération. Il n'y avait pas d'autre façon de le voir. Je ne suis pas entré dans la pièce. Je ne leur ai pas donné la satisfaction d'un cri ou d'une larme. Au lieu de cela, j'ai lentement, délibérément, tiré la poignée. J'ai fermé la porte. Le doux clic du loquet se glissant en place fut le son le plus fort du monde. C'était le son du marteau d'un juge. C'était le son d'un cercueil qui se ferme. C'était le son de ma vie d'avant qui prenait fin. Je me suis retourné et je suis parti. Mes jambes semblaient être en plomb. Chaque pas envoyait une secousse d'agonie à travers mon abdomen, me rappelant que j'étais physiquement brisé, pas seulement émotionnellement anéanti. J'ai entendu le remue-ménage frénétique derrière la porte, le bruissement des draps, le bruit sourd des pieds heurtant le sol, les chuchotements paniqués. « Sophie, Sophie, arrête !» a crié Marc, sa voix se brisant. Je ne me suis pas arrêté. J'ai redescendu le couloir, passant devant les photos de famille sur le mur, Marc et moi à la réunion, Chloé et moi à Noël, souriant comme si nous étions la famille la plus heureuse du monde. Tout cela ressemblait à des mensonges, maintenant. J'ai ramassé mon sac de voyage là où je l'avais laissé tomber près de la porte d'entrée. Il était lourd, mais je m'en fichais. J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti dans le couloir de notre immeuble. J'ai fermé cette porte aussi. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée doucement, avec une finalité qui semblait terriblement permanente. J'ai atteint le hall puis le parking où ma voiture était garée. J'ai tâtonné pour trouver mes clés, mes mains tremblant si violemment que j'avais du mal à insérer la clé dans la serrure. J'ai jeté mon sac sur le siège passager et je suis monté, verrouillant immédiatement les portes. Je suis resté assis un moment, fixant le volant. L'odeur familière de ma voiture, désodorisant à la vanille et vieux café, me réconfortait habituellement. Aujourd'hui, elle me semblait être une cage. J'ai mis la clé dans le contact, mais j'ai alors réalisé que je ne pouvais pas conduire. Les analgésiques que je prenais encore rendaient cela illégal et dangereux. Et mes mains tremblaient trop pour tenir le volant. J'étais piégé. Je ne pouvais pas remonter là-haut. Je ne pouvais pas aller chez mes parents. Pas avec Chloé impliquée. J'ai attrapé mon téléphone. Ma vision était floue, noyée de larmes non versées. J'ai fait défiler le nom de Marc, celui de ma mère, jusqu'à ce que je trouve la seule personne en qui je savais pouvoir avoir confiance. Delphine. Delphine était ma meilleure amie depuis l'université. C'était une avocate spécialisée en divorce, un vrai requin, le genre de femme qui portait des talons aiguilles au tribunal et dévorait la partie adverse au petit déjeuner. C'était la personne la plus farouchement loyale que je connaissais. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Sophie, tu ne devrais pas être en train de te reposer? Est-ce que Marc t'a bien installé ?» Entendre sa voix, normale et concernée, a fait céder la digue. Un sanglot m'a déchiré, un son animal et brut de pure douleur que je n'ai pas reconnu comme le mien. « Sophie. » Son ton passa instantanément du décontracté à l'alarmé. « Sophie, qu'est-ce qui ne va pas? Où es-tu? » Je les ai surpris, ai-je suffoqué, les mots ayant un goût de bile.
Delphine, je suis rentré plus tôt. Ils étaient dans mon lit. Qui, demanda Delphine, bien que je pense qu'elle savait déjà. Qui était dans ton lit? Marc. Et Chloé. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Un silence stupéfait, lourd. Puis la voix de Delphine revint, basse et dangereuse. Où es-tu en ce moment? Dans ma voiture. Devant l'immeuble. Je ne peux pas conduire, mais point de suture. Verrouille les portes, ordonna TL. Ne les ouvre à personne. Ni à Marc, ni à Chloé, ni au pape. Je quitte mon bureau tout de suite. Je serai là dans 20 minutes. Envoie-moi ta localisation, au cas où. D'accord, ai-je murmuré. Et Sophie? La voix de Delphine s'adoucit. Tu n'es pas seul. J'arrive te chercher. J'ai raccroché et me suis affalé sur le volant, pressant mon front contre le plastique froid. Et puis j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la femme qui était si désespérée d'être une bonne fille, une bonne épouse, une bonne sœur, qu'elle ne s'est jamais arrêtée pour se demander s'ils étaient bons pour elle. J'ai pleuré pour les 10 ans de mariage que je venais de voir s'incinérer en 10 secondes. J'ai pleuré pour le bébé que nous essayions d'avoir, la chambre d'enfant que nous prévoyions de peindre le mois prochain. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge soit à vif et que mes yeux soient si enflés qu'ils ne pouvaient plus s'ouvrir. J'ai vu Marc sortir en courant de l'entrée de l'immeuble, l'air affolé, en t-shirt et en caleçon. Il a balayé le parking du regard, repérant ma voiture. Il s'est mis à courir vers moi. Je l'ai regardé venir. L'homme que j'avais aimé depuis mes 25 ans, l'homme que j'avais soutenu à travers ses startups ratées et ses blocages créatifs. Il avait l'air désespéré. Il avait l'air désolé. Mais alors qu'il atteignait la voiture et commençait à frapper à la vitre, articulant mon nom, je n'ai pas ressenti d'amour. Je n'ai même plus ressenti de colère. J'ai vérifié le bouton de verrouillage de la porte pour m'assurer qu'il était enclenché. J'ai détourné la tête et fermé les yeux, en attendant Delphine. Les heures suivantes furent un tourbillon de mouvements et de sons étouffés. Je me souviens de la voiture de Delphine qui arrivait, de sa silhouette nette marchant vers Marc, disant quelque chose qui le fit reculer les mains en l'air en signe de reddition. Je me souviens qu'elle m'a aidé à m'installer sur son siège passager, son parfum, cher et vif, masquant l'odeur de désastre qui s'accrochait à moi. Nous sommes retournés à son appartement. C'était un espace épuré et minimaliste en centre-ville, à des années-lumière de la vie de banlieue encombrée et confortable que j'essayais de maintenir. Elle m'a installé dans sa chambre d'amis, me forçant à boire de l'eau et à prendre mes antibiotiques. Repose-toi, avait-elle ordonné. On ne prend pas de décision quand on est en état de choc. On dort. Demain, on part en guerre. J'ai dormi, mais ce ne fut pas un sommeil paisible. C'était un sommeil agité, fiévreux, hanté par les souvenirs. Mon esprit est revenu en arrière, rejouant la cassette de ma vie, cherchant les indices que j'avais manqués. Mais au lieu des derniers jours, mon esprit est remonté plus loin, jusqu'au début. J'ai pensé à mes parents, Thomas et Hélène. Pour le monde extérieur, nous étions une parfaite famille française. Mais à l'intérieur des murs de notre maison, il y avait une hiérarchie claire. Il y avait Chloé, l'enfant prodige fragile, artistique et magnifique. Et puis il y avait moi, Sophie, la responsable, la solide, celle qui répare tout. Je me suis souvenu de ma remise de diplôme universitaire. Je sortais avec une mention très bien en marketing. C'était une immense réussite. J'avais cumulé 2 emplois pour payer mes frais de scolarité afin que mes parents n'aient pas à se soucier de l'argent. J'avais acheté ma propre toge et mon propre mortier. Le matin de la cérémonie, Chloé, qui avait 12 ans à l'époque, a prétendu s'être tordu la cheville à son cours de danse. Elle n'était pas cassée. Elle n'était même pas enflée. Mais elle a pleuré. Elle a gémi que ça faisait mal, qu'elle ne pouvait pas marcher, qu'elle avait besoin de maman. Sophie, ma chérie, avait dit ma mère, ses yeux suppliants mais sa voix ferme. On ne peut pas laisser ta sœur comme ça. Elle souffre. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu es toujours si indépendante. Tu t'en sortiras très bien. Alors, j'ai traversé la scène seule. Quand ils ont appelé mon nom, j'ai regardé dans la mer de parents qui applaudissaient et prenaient des photos, cherchant ma famille. J'ai vu des sièges vides. J'ai accepté mon diplôme, souri pour le photographe officiel, puis je suis allé aux toilettes et j'ai pleuré pendant 10 minutes avant de me laver le visage et de rentrer chez moi en voiture.
Quand je suis arrivé, Chloé était sur le canapé en train de manger de la glace, son pied blessé posé sur un oreiller, riant devant un dessin animé. Mes parents s'occupaient d'elle, lui demandant si elle avait besoin de plus d'oreillers. Ils m'ont demandé comment ça s'était passé, mais avant que je puisse répondre, Chloé les a interrompus pour leur montrer un dessin qu'elle avait fait. Ils se sont extasiés sur son croquis et mon diplôme a été posé sur le comptoir de la cuisine où il a fini par être taché par une trace de café. Chloé est sensible, disait toujours mon père. Elle ressent les choses plus profondément que toi. Sophie, tu es forte. Tu peux affronter le monde. Elle a besoin de protection. J'avais intériorisé cela. Mon Dieu, j'avais avalé ce mensonge tout cru. J'ai passé toute ma vie d'adulte à essayer de prouver que j'étais digne de leur attention en étant parfaite, en étant serviable, en étant celle qui n'avait jamais besoin de rien. Je suis devenu la banque de la famille. Quand Chloé a voulu aller dans une école d'art en Europe mais n'a pas obtenu de bourse, j'ai puisé dans mes économies pour l'aider. Quand elle a abandonné 6 mois plus tard parce que c'était trop structuré, j'ai payé son billet d'avion pour rentrer. Quand mes parents ont eu besoin d'un nouveau toit, je me suis occupé des entrepreneurs et de la facture. Et il y a 6 mois, quand ma mère m'a appelé, j'aurais dû savoir. Sophie, avait-elle dit, utilisant ce ton spécial de culpabilité maternelle qu'elle avait perfectionné. Chloé a perdu son travail. La pauvre est dévastée. Son patron était un tyran. Il ne comprenait tout simplement pas son processus créatif. Elle n'a nulle part où aller. C'est ta sœur. Je sais, maman, avais-je soupiré, me frottant les tempes, mais Marc et moi essayons d'avoir un bébé. Nous avons besoin d'espace. Oh, ne sois pas égoïste, Sophie, a-t-elle répliqué sèchement. La famille s'entraide. De plus, tu as cette grande chambre d'amis qui ne sert à rien. Ce n'est que pour quelques semaines, jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Elle a besoin de toi. Tu es celle qui est capable. Celle qui est capable. Le titre qui était à la fois un compliment et une malédiction. Alors, j'ai dit oui. J'ai déplacé mon bureau à domicile dans un coin du salon pour libérer la chambre d'amis. J'ai acheté de nouveaux draps. J'ai rempli le frigo de lait d'amande et de cale bio que Chloé aimait. J'ai accueilli le renard dans le poulailler, et je lui ai même tenu la porte. Allongé dans le lit d'amis de Delphine, fixant le plafond alors que les lumières de la ville dansaient sur le plâtre, j'ai senti une nouvelle émotion monter pour remplacer le chagrin. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la colère. Une colère brûlante, en fusion, contre ma propre cécité. J'avais passé 42 ans à m'immoler par le feu pour les garder au chaud. Et ils ne m'avaient pas seulement laissé brûler. Ils avaient jeté de l'essence sur les flammes. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du café fort et le son de Delphine tapant furieusement sur son ordinateur portable. Le soleil entrait à flot, brillant et offensant. Pendant une fraction de seconde, j'ai oublié. Puis le souvenir de la porte de la chambre ouverte m'a frappé comme un coup physique à la poitrine. Je me suis traîné hors du lit. La douleur dans mon côté était moins forte, mais la douleur dans mon cœur était pire. Je suis entré dans la cuisine. Delphine a levé les yeux, son regard scrutant mon visage. « Café » a-t-elle dit, glissant une tasse vers moi. « Bois, puis nous parlerons. » J'ai pris une gorgée. C'était noir et amer. Exactement ce dont j'avais besoin. J'ai été si stupide, Delphine. Non, dit-elle fermement. Tu étais confiante. Il y a une différence. Mais maintenant, j'ai besoin que tu réfléchisses. J'ai besoin que tu enlèves ta casquette d'épouse et que tu mettes celle de détective. En y repensant, y avait-il autre chose? Quelque chose qui ne collait pas? Je me suis assise au bar, enroulant mes mains autour de la tasse chaude. J'ai laissé mon esprit rembobiner les 6 derniers mois. Maintenant que je connaissais la fin, les scènes se déroulaient différemment. Les signaux d'alarme ne flottaient pas seulement, ils étaient en feu. Elle était censée chercher un travail, dis-je lentement. Mais elle ne semblait jamais avoir d'entretien. Elle dormait jusqu'à midi. Elle passait des heures dans la salle de bain à se préparer juste pour aller faire les courses. Je me suis souvenu être rentré tard du travail un soir, il y a environ 3 mois. J'étais épuisé, portant une pile de dossiers. Je suis entré pour trouver Marc et Chloé sur le canapé. Ils regardaient un film. Ils ne se touchaient pas exactement, mais ils étaient assis près l'un de l'autre. Trop près. Et quand je suis entré,
Ils ont tous les deux sursauté, juste une fraction, un minuscule tressaillement de culpabilité. « Salut, chérie », avait dit Marc, sa voix un peu trop forte. Chloé me montrait juste ce documentaire sur le minimalisme. Je n'y avais rien pensé. J'étais juste contente qu'ils s'entendent bien. Je voulais la paix dans la maison. Et les vêtements, murmurais-je. Elle empruntait toujours mes vêtements, mais pas mes vêtements de travail, mes autres affaires. Chloé se prélassait dans la maison en robe de soie trop courte ou en pantalon de yoga trop serré. Elle se promenait en simple t-shirt, le t-shirt de mon mari, prétendant qu'elle avait renversé du café sur le sien. Marc la défendait. J'ai réalisé ce souvenir, cinglant. Chaque fois que je me plaignais de son désordre ou du fait qu'elle ne payait pas de loyer, Marc prenait son parti. Il disait, « Sophie, détends-toi. Elle traverse une période difficile. Tu es trop rigide. Tu dois te laisser aller. » Il me faisait sentir comme la méchante dans ma propre maison. Il me faisait sentir comme une mégère acariâtre pour avoir attendu d'une femme adulte de 32 ans qu'elle lave sa propre vaisselle ou contribue à la facture d'électricité. Il y a autre chose, dis-je, un frisson glacial parcourant ma colonne vertébrale. L'argent. L'héritage de ma grand-mère. Delphine a arrêté de taper. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Quoi à ce sujet? Ma grand-mère Babette était décédée il y a 8 mois. C'était la seule personne de ma famille qui me voyait vraiment. Elle m'a tout légué. Pas à mes parents, pas à Chloé. Elle les a spécifiquement exclus de son testament. C'était une somme importante, assez pour changer nos vies. Je n'y ai pas encore touché, ai-je expliqué. Il est sur un compte en fiducie séparé. Je voulais l'investir, mais Marc. Il n'arrête pas de me pousser à l'utiliser pour rembourser l'hypothèque. L'hypothèque de l'appartement, demanda Delphine, son cerveau d'avocate s'activant. Oui. Il n'arrêtait pas de dire, chérie, imagine ne plus avoir de dette. On pourrait voyager. On pourrait prendre un nouveau départ. Il était obsédé par ça. La semaine dernière, juste avant mon opération, il en a reparlé. Il a dit qu'on devrait aller à la banque dès que je serai remise et transférer les fonds sur le compte joint pour régler la dette de la maison. Delphine a claqué son ordinateur portable. Le son a résonné dans la cuisine comme un coup de feu. Sophie, dit-elle, sa voix mortellement sérieuse. L'as-tu fait? As-tu transféré l'argent? Non. Je lui ai dit qu'on en discuterait après l'opération. Dieu merci, souffla Delphine. Parce que si tu avais utilisé ces fonds d'héritage pour rembourser le domicile conjugal, tu aurais confondu les biens. Dans un divorce, cet argent serait devenu un bien communautaire. Il aurait eu droit à la moitié de la valeur de la maison. Mon estomac s'est noué. Tu penses qu'il le savait? Marc est un designer indépendant qui passe la moitié de sa journée sur Reddit, dit Delphine sèchement. Il le sait. Et s'il ne le sait pas, quelqu'un le lui a dit. Sophie, ce n'est pas juste une liaison. Ça semble stratégique. Il n'essayait pas seulement de coucher avec ta sœur. Il essayait de toucher le jackpot. Je me sentis nauséeuse. C'était une chose d'être trompé par luxure ou par ennui. C'en était une autre d'être la cible d'un hold-up financier orchestré par les deux personnes que vous aimiez le plus. Alors, dis-je, ma voix tremblante mais gagnant en force. Il n'est pas seulement un infidèle. C'est un voleur. Un voleur en puissance, corrigea Delphine. Et nous allons nous assurer qu'il n'obtienne pas un seul centime. Mais pour cela, nous avons besoin de preuves. Pas seulement de la liaison, mais de l'intention. Nous devons savoir exactement ce qu'il prévoyait. Elle a poussé un bloc-notes vers moi. Nous avons besoin d'une stratégie. Nous devons tout verrouiller, et nous devons le faire avant qu'il ne réalise que tu ne reviendras pas. Delphine est passée en mode avocate de combat. C'était terrifiant et impressionnant à voir. Elle a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine, dictant une liste de tâches. Premièrement, les comptes bancaires, dit-elle. Puisque tu gères les finances, je suppose que tu as tous les mots de passe. Oui. Je paie toutes les factures. Bien. Nous allons tout séparer, mais nous devons être prudents. Si nous vidons complètement les comptes joints, un juge pourrait voir cela d'un mauvais œil plus tard. On lui laisse assez pour les courses et l'essence, mais c'est tout. Les cartes de crédit. Il est utilisateur autorisé sur mon compte principal,
dis-je. Et nous avons une carte commune pour les dépenses du ménage. Annule l'utilisateur autorisé immédiatement, ordonna Delphine. Déclare la carte commune comme perdue ou compromise. Gèle-la. Il va utiliser cette carte aujourd'hui, Sophie. La culpabilité pousse les gens à dépenser de l'argent ou à paniquer. J'ai pris mon téléphone. Je l'avais éteint la veille pour arrêter le barrage de notifications. Quand je l'ai rallumé, il a failli vibrer jusqu'à tomber de la table. 47 appels manqués de Marc. 22 appels manqués de ma mère. 12 SMS de Chloé. J'ai ouvert les SMS de Marc en premier. Les lire était comme assister à une masterclass en manipulation psychologique. 19h, Sophie, où es-tu passée? Je suis mort d'inquiétude. 19h15, tu réagis de manière excessive. On était juste en train de parler, elle pleurait et je la réconfortais. Tu es sous de lourds médicaments. Tu as des hallucinations. 20h30, c'est puéril. Rentre à la maison. On doit parler. 22h, si tu ne rentres pas, j'appelle la police pour te déclarer disparu. 2h, je t'aime. S'il te plaît, ne jette pas 10 ans par la fenêtre pour un malentendu. Un malentendu, me suis-je moqué, montrant l'écran à Delphine. Il essaie de me convaincre que j'ai imaginé ça. Classique, marmonna Delphine. Ne réponds pas. Le silence est ton arme la plus bruyante en ce moment. Ça les terrifie. Puis j'ai vérifié les messages de ma mère. Maman, Chloé m'a appelé en pleurant. Elle dit que tu es parti en trombe. Que se passe-t-il? C'est ta sœur, Sophie, arrange ça. Ils sont déjà en train de créer leur version des faits, avertit Delphine. Chloé joue la victime auprès de tes parents. Marc joue le mari inquiet. Si tu engages la conversation maintenant, tu ne feras que crier dans le vide. Nous avons besoin de preuves tangibles. Des preuves indiscutables. Je les ai vues, ai-je objecté. Ce n'est pas une preuve. Dans un état où le divorce est sans faute, l'infidélité n'affecte pas toujours le partage financier, expliqua Delphine, sa voix douce mais ferme. Ça aide pour les batailles de garde, mais vous n'avez pas d'enfant. Cependant, si nous pouvons prouver qu'il utilisait des fonds conjugaux pour faciliter la liaison cadeau, dîner, hôtel, c'est une dissipation d'actifs. Et si nous pouvons prouver la fraude ou le complot concernant l'héritage, nous pouvons détruire complètement sa crédibilité. Tenait-il un journal, des emails? J'y ai réfléchi. Marc était paresseux, mais il se prenait pour un écrivain. Il notait toujours des choses sur sa tablette, le vieil iPad qu'il utilisait pour ses croquis et ses notes. Sa tablette, dis-je, mes yeux s'écarquillant. Il l'emporte partout. Mais je crois qu'il l'a laissée à la maison. Je l'ai vue sur la table de nuit quand j'ai regardé dans la chambre. Nous avons besoin de cette tablette, dit Delphine. Y a-t-il un moment où la maison sera vide? J'ai vérifié l'heure. C'était mardi. Marc a une réunion Zoom récurrente avec un client à 13h, mais il la fait généralement depuis le café du coin parce que le Wi-Fi est meilleur. Et Chloé? Si elle est en pleine crise, elle ira dans son refuge. C'est-à-dire le spa de luxe de la rue de Rivoli. Je paie son abonnement. C'est facturé sur la carte de crédit. Delphine a ouvert l'application bancaire sur mon téléphone, sur laquelle je venais de me connecter. Nous avons vérifié les transactions en attente. Effectivement, à 9h30, il y avait un débit pour le spa Sérénité, massage et soins du visage. Elle y est en ce moment, dit Delphine, vérifiant sa montre. L'audace est incroyable. Tu la surprends au lit avec ton mari et le lendemain matin, elle va se faire un soin du visage à tes frais. Elle pense que je vais revenir, dis-je, réalisant la profondeur de leur illusion. Elle pense que je vais me calmer, rentrer à la maison, m'excuser d'avoir surréagi, et payer la facture comme je le fais toujours. Eh bien, dit Delphine en attrapant ses clés de voiture. Allons la décevoir. Nous avons une fenêtre d'1 heure pour récupérer cette tablette et tes documents personnels. Peux-tu bouger? Je me suis levé. La douleur dans mon côté était là, mais l'adrénaline la masquait. Je peux bouger. Bien, dit Delphine. Nous partons en raid. Nous sommes retournés en banlieue. Le trajet ressemblait à une opération militaire. Delphine a garé sa voiture à 2 pâtés de maison pour qu'il ne la repère pas s'il rentrait plus tôt. Nous avons marché jusqu'à l'immeuble.
Mon cœur battait la chamade contre mes côtes comme un oiseau piégé. J'avais encore mes clés. Ma main tremblait en insérant la clé dans la serrure. Je m'attendais à ce que la chaîne soit mise. Je m'attendais à ce que les serrures aient été changées, mais non. Ils étaient si arrogants, si sûrs de mon retour, qu'ils n'avaient rien changé. Nous sommes entrés. L'air dans l'appartement était vicié. Il sentait la nourriture à emporter et son parfum. Cette odeur florale écœurante que je trouvais autrefois douce, mais qui sentait maintenant la pourriture. La chambre, murmura Delphine. Vas-y, j'ai redescendu le couloir. C'était un déjà-vu surréaliste. La porte de la chambre était ouverte cette fois. Le lit n'était toujours pas fait. Les draps étaient froissés, un témoignage visuel de leur crime. C'était dégoûtant. Je n'ai pas regardé le lit. Je suis allé directement à la table de nuit. Elle était vide. Mon cœur s'est arrêté. Elle n'est pas là, ai-je sifflé à Delphine. Il a dû l'emporter. Vérifie les tiroirs, dit-elle, enfilant une paire de gants en latex qu'elle avait sortis de son sac à main. Vérifie sous le lit. Je me suis mise à genoux, grimaçant alors que mes poings de suture tiraient. J'ai regardé sous le lit. Au milieu des moutons de poussière et d'une chaussette égarée, j'ai vu un reflet métallique. Trouvé, ai-je murmuré, tendant la main vers l'iPad. Elle a dû être poussée là-dessous dans la panique hier. Je l'ai sortie. Elle était éteinte. La batterie était vide. Il nous faut le chargeur, dit Delphine. J'ai attrapé le câble du mur. Je l'ai. D'accord. Prends ton passeport, ton acte de naissance, et tous les bijoux qui t'appartiennent. On laisse le reste. Nous ne voulons pas qu'ils sachent que nous sommes passés ici pour l'instant. Je me suis dirigé vers le placard pour prendre ma boîte de sécurité. Alors que je tendais la main pour la prendre, j'ai entendu un son qui a glacé mon sang. La serrure de la porte d'entrée tournait. Pendant une seconde, aucune de nous n'a respiré. Le bruit de la clé grattant dans la serrure a résonné dans l'appartement silencieux comme une sirène. C'est Marc, ai-je articulé sans un son à Delphine, la panique montant dans ma gorge. Il est rentré plus tôt. Delphine n'a pas paniqué. Elle m'a attrapé le bras et m'a tiré vers le dressing de la chambre principale. Il était profond, rempli de portants de vêtements, principalement ceux de Marc, puisqu'il prenait plus de place que moi. Nous nous sommes faufilés au fond, derrière une rangée de ces manteaux d'hiver. Pas un bruit, me souffla Delphine à l'oreille. Nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des pas. Des pas lourds, agités. Où diable est ce chargeur? La voix de Marc est parvenue du couloir. Il semblait en colère. Il parlait à quelqu'un au téléphone. Non, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Elle me ghoste. Oui, je sais, Chloé. Je sais. Il est entré dans la chambre. Je pouvais voir son ombre à travers les lattes de la porte du dressing. Il faisait les 100 pas. Écoute, calme-toi, dit-il au téléphone. Elle reviendra. Sophie est. Elle est faible. Elle a besoin de moi. Elle ne peut pas gérer les finances ou la maison toute seule. Elle fait semblant d'être la patronne, mais elle est dépendante. Une fois qu'elle sera de retour, j'arrangerai les choses. On mettra ça sur le compte des médicaments. On dira qu'elle avait des hallucinations à cause de l'anesthésie. Mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes. Faible, dépendante. C'est moi qui payais l'hypothèque. C'est moi qui gérais les investissements. C'est moi qui réparais le Wi-Fi quand il tombait en panne. C'est moi qui me souvenais de l'anniversaire de sa mère. Oui, continua Marc. Non, on s'en tient au plan. On a juste besoin de quelques mois de plus. Une fois que le transfert de l'héritage sera effectif, on sera bien. Ensuite, on pourra la larguer. Mais pour l'instant, on a besoin qu'elle signe ses papiers. J'ai senti Delphine se raidir à côté de moi. Elle m'a serré la main très fort, un signal silencieux. On le tenait. C'était un aveu verbal, même si nous ne pouvions pas l'enregistrer. Il venait d'admettre qu'il s'agissait d'un complot. Marc se déplaçait dans la pièce. Je l'ai entendu soulever des oreillers, ouvrir le tiroir de la table de nuit. Où est cette foutue tablette, marmonna-t-il. Je suis sûr de l'avoir laissée ici. Il s'est mis à genoux. Mon cœur s'est arrêté. S'il regardait sous le lit et ne la trouvait pas, il saurait que quelqu'un était passé.
Ou pire, s'il regardait dans le placard. Peu importe, grogna-t-il en se relevant. J'ai dû la laisser dans la voiture. Il est sorti de la chambre. Nous l'avons entendu fouiller dans la cuisine un moment, probablement pour prendre une bière, puis la porte d'entrée s'est ouverte et refermée. Nous avons attendu 2 bonnes minutes avant d'expirer. Il t'a traité de faible, murmura Delphine, ses yeux brillants de fureur. Il a dit qu'on s'en tenait au plan, ai-je répondu, ma voix tremblante de rage. Il l'a admis. C'est pour l'argent. On a la tablette, dit Delphine, tapotant l'appareil dans mon sac. Maintenant, sortons d'ici et voyons ce qu'il y a dessus. Nous nous sommes éclipsés de l'appartement, vérifiant le couloir 2 fois. Nous avons atteint la voiture de Delphine sans être vus. Dès que nous fûmes en sécurité dans la circulation, j'ai branché la tablette sur le chargeur de la voiture. Le logo Apple est apparu. Tu connais le code? Demanda Delphine. Je pense, oui. Il utilise généralement notre anniversaire. Quand l'appareil s'est allumé, j'ai tapé 14 octobre 12. Code incorrect. J'ai froncé les sourcils. Peut-être son anniversaire. Code incorrect. Et c'est le nom du chat, suggéra Delphine. Code incorrect. Et c'est son anniversaire à elle, dit Delphine, sa voix sombre. L'anniversaire de Chloé. J'ai senti une vague de nausée. Sûrement, il ne serait pas si évident. Sûrement, il ne serait pas si irrespectueux. J'ai tapé 8 juin 92. L'écran s'est déverrouillé. J'ai fixé l'écran d'accueil, ayant l'impression de venir de recevoir une gifle. Bien sûr, son mot de passe était un hommage à elle. C'était un petit détail, mais il faisait presque aussi mal que de les voir au lit. Cela signifiait qu'elle était dans ses pensées chaque fois qu'il prenait l'appareil. Chaque fois qu'il travaillait, chaque fois qu'il jouait à un jeu, il tapait sa date de naissance. Ouvre les emails, dit Delphine, gardant les yeux sur la route, mais conduisant plus vite. Vérifie le dossier des brouillons. Vérifie l'application Notes. Les gens écrivent toujours leurs péchés. J'ai ouvert l'application Notes en premier. C'était surtout des choses banales. Des listes de courses, des codes hexadécimaux pour des projets de design, mais il y avait une note verrouillée. Mot de passe, demanda l'invite. J'ai de nouveau tapé l'anniversaire de Chloé. Elle s'est ouverte. Le titre de la note était simplement un chronologie liberté. J'ai commencé à lire, en lisant, le sol ne s'est pas seulement dérobé sous mes pieds. Le monde entier s'est effondré. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Delphine, tout est là. Lis-le, ordonna-t-elle. Phase 1, faire emménager C. Faire culpabiliser Sophie pour la perte d'emploi de C. Phase 2, isoler Sophie. Se plaindre de ses heures de travail. Faire de C. la personne amusante. Phase 3, l'argent. Convaincre Sophie de rembourser l'hypothèque avec l'héritage. Étape cruciale. Phase 4, la rupture. Demander le divorce une fois la maison payée. Réclamer 50% de la valeur de l'actif. Phase 5, Martinique. Acheter la propriété avec ses. J'ai senti la bile me monter à la gorge. C'était une checklist. Ma vie, mon mariage, ma gentillesse, tout n'était que des points sur une checklist pour son plan de retraite avec ma sœur. Ils allaient tout prendre, dis-je, ma voix se brisant. Ils allaient voler l'héritage de ma grand-mère et s'enfuir en Martinique. Eh bien, dit Delphine, tournant brusquement la voiture vers la banque. La phase 3 est officiellement annulée. Il est temps pour la phase Sophie. Nous nous sommes assises sur le parking de la banque. J'ai lu et relu la note, laissant les mots se graver dans mes rétines. Faire culpabiliser Sophie. Isoler Sophie. Ça avait marché. Ça avait si bien marché. J'ai repensé aux fois où Marc s'était plaint que je travaillais trop, que j'étais ennuyeuse, que je ne savais pas m'amuser comme Chloé. Je m'étais senti si mal. J'avais fait plus d'efforts. J'avais organisé des soirées en amoureux qu'il avait annulées. J'avais acheté de la lingerie qui était restée dans la boîte. Pendant tout ce temps, il documentait sa manipulation de moi comme une expérience scientifique. Il pense que je suis stupide, dis-je doucement. Les larmes avaient disparu. À leur place se trouvait une détermination froide et dure. C'était une fureur dure comme le diamant que je n'avais jamais ressenti auparavant. Il pense que je suis un paillasson faible et dépendant. Il est sur le point de découvrir que les paillassons peuvent vous faire trébucher,
dit Delphine. Nous avons les preuves. Cette note, plus les SMS sur cette tablette. Regarde ça. J'ai fait défiler ces messages. Ils étaient synchronisés avec son téléphone. Il y avait des mois de SMS avec Chloé. Chloé, elle est tellement ennuyeuse aujourd'hui, elle me harcèle pour la vaisselle. Mon Dieu, j'ai hâte qu'on soit sur la plage. Marc, sois juste patiente, bébé. Fais en sorte qu'elle soit contente. On a besoin de ce chèque. Chloé, je t'aime. Tu es le seul qui me comprenne. Marc, assure-toi de lui dire qu'elle a l'air fatiguée. Ça la rend peu sûre d'elle. Plus facile à contrôler. Elle lui a dit de me dire que j'avais l'air fatigué, et je murmurais. Elle, ma propre sœur. J'ai payé ses rendez-vous chez le dermatologue parce qu'elle m'avait dit que j'avais l'air hagarde et que je devrais mieux prendre soin de moi. C'était diabolique. Ce n'était pas seulement un crime passionnel. C'était de la violence psychologique. D'accord, dis-je en refermant la couverture de la tablette. J'en ai fini. J'en ai fini d'être la victime. Bien, dit Delphine. Parce que nous avons du travail. Voici le plan. Étape 1, nous sécurisons les actifs. Étape 2, nous lui signifions les papiers. Étape 3, nous le détruisons. Nous sommes entrés dans la banque. J'ai demandé à voir le directeur d'agence. J'étais cliente là-bas depuis 15 ans. Il me connaissait. Madame Renaud, dit le directeur en souriant. Comment puis-je vous aider? Je dois faire quelques changements, dis-je. Je dois retirer mon mari de tous les comptes où il est utilisateur autorisé. Je dois transférer 50% de l'épargne jointe, ma moitié légale, sur un nouveau compte individuel. Et je dois signaler le compte joint pour activité suspecte. Est-ce que tout va bien? Demanda-t-il, inquiet. Non, dis-je. Mon mari a été victime d'un vol d'identité. Ou plutôt, il a perdu son identité en tant qu'être humain décent. Traitez simplement les changements, s'il vous plaît. Cela a pris 1 heure. Au moment où nous sommes partis, Marc avait accès à exactement 500 € sur le compte courant joint. Les cartes de crédit étaient gelées. L'épargne était sécurisée dans une forteresse qu'il ne pouvait pas toucher. Prochain arrêt, dit Delphine. Les RH. J'ai appelé le service des ressources humaines de mon entreprise depuis la voiture. Ici Sophie Renaud. Je dois mettre à jour mes informations de virement automatique, avec effet immédiat. Oui, vers une nouvelle banque. Non, l'ancien compte est fermé. J'ai raccroché. Il ne verra pas un centime de mon prochain salaire. Maintenant, dit Delphine, un éclair malicieux dans les yeux. Amusons-nous un peu. Il est à la maison, n'est-ce pas? Probablement en train d'essayer de savoir où tu es. Probablement. Active le son de localisation de la tablette, suggéra-t-elle. Mais pas tout de suite. Attendons ce soir. Laissons-le croire qu'il devient fou. Non, dis-je. Je ne veux pas jouer à des jeux. Je veux en finir. Je veux lui signifier les papiers du divorce. On ne peut pas lui signifier tant qu'on n'a pas déposé la demande, dit Delphine. Je rédigerai la requête ce soir. Nous la déposons demain matin. Nous citerons l'adultère et le complot en vue d'escroquerie. Nous joindrons la chronologie liberté en tant que pièce à eux. Pouvons-nous le mettre à la porte de la maison, ai-je demandé. C'est mon appartement. Je le possédais avant notre mariage. Son nom n'est pas sur l'acte de propriété. Techniquement, c'est le domicile conjugal, expliqua Delphine. Mais si tu crains pour ta sécurité ou s'il devient violent, nous pouvons obtenir une ordonnance d'éloignement temporaire. Étant donné le complot pour voler ton héritage, je peux plaider la violence financière. Fais-le, dis-je. Je le veux dehors. Alors que nous retournions à l'appartement de Delphine, mon téléphone a vibré. C'était une notification de l'application bancaire du téléphone de Marc, qui était toujours connecté sur la tablette. Transaction refusée, 145 € au bistrot français. J'ai ri. C'était un son sec, sans humour. Il essaie de payer le déjeuner ou peut-être un dîner d'excuses pour Chloé. Et la carte vient d'être refusée. Que les 1G Games commencent, dit Delphine. De retour à l'appartement, nous avons installé un centre de commandement à la table de la salle à manger de Delphine. Nous avons imprimé les emails. Nous avons imprimé la chronologie.
Nous avons enregistré des captures d'écran des SMS. Nous avons créé une trace écrite numérique et physique qui était à toute épreuve. Mon téléphone s'est de nouveau mis à sonner. C'était Marc. Réponds, dit Delphine soudainement. Mets-le sur haut-parleur. Enregistre-le. J'ai fixé le téléphone. Mes mains tremblaient, mais j'ai glissé sur le verre. Sophie. La voix de Marc était un mélange de panique et de colère. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ma carte vient d'être refusée au restaurant. C'était humiliant. Et je ne peux pas me connecter au compte bancaire. Je sais, dis-je, ma voix étonnamment stable. Je les ai gelés. Tu quoi? Il semblait abasourdi. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon argent aussi. En fait, Marc, étant donné que tu as contribué exactement 0 € au compte d'épargne au cours des 6 derniers mois tout en travaillant sur ton portfolio, et puisque je suis la titulaire principale du compte, je peux faire tout ce que je veux pour protéger mes actifs contre le vol. Le vol, balbutia Théil. Je n'ai rien volé. Pas encore, dis-je. Mais j'ai lu ta chronologie, Marc. Phase 3. Convaincre Sophie de rembourser l'hypothèque. Chronologie liberté. Il y eut un silence de mort au bout du fil. C'était le silence d'un homme qui réalisait que le viseur laser était centré sur son front. Bégaya Théil. Sophie, tu as regardé ma tablette. C'est une violation de la vie privée. Coucher avec ma sœur est une violation de mon mariage, ai-je répliqué. Conspirer pour voler l'héritage de ma grand-mère est une violation de ma confiance. C'est fini, Marc. Je sais tout. Je sais pour la Martinique. Je sais pour les insultes. Je sais pour Chloé. Sophie, écoute-moi. Sa voix a changé, devenant désespérée, mielleuse. C'était juste un fantasme. Une note stupide que j'ai écrite quand j'étais ivre. Ça ne veut rien dire. Je t'aime. Chloé. Elle s'est jetée sur moi. J'étais faible. Je suis désolé. S'il te plaît, bébé, ne fais pas ça. Ne me coupe pas les vivres. Elle s'est jetée sur toi, ai-je répété, regardant le SMS où il disait à Chloé qu'il l'aimait. Tu es pathétique. Tu la blâmes maintenant. Elle est folle, Sophie. Tu sais comment elle est. Elle m'a manipulé. J'ai ressenti une vague de dégoût si forte que j'ai failli vomir. Il se retournait contre Chloé à la seconde où les choses devenaient difficiles. Ils se méritaient l'un l'autre. Tu as 24 heures pour prendre tes affaires et sortir de mon appartement, dis-je. Je ne peux pas, a-t-il crié. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas d'argent. Demande à Chloé, dis-je froidement. Peut-être qu'elle peut vendre certains de ces jeans de marque que je lui ai achetés. Sophie, s'il te plaît. Mes parents ne m'accueilleront pas. Tu ne peux pas me laisser à la rue. Je ne te laisse pas à la rue, Marc, dis-je, canalisant chaque once de douleur en pouvoir. Je te laisse face aux conséquences de tes propres actions. Les serrures seront changées demain à midi. Si tes affaires ne sont pas parties, je les donne à une œuvre de charité. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai regardé Delphine. Elle souriait. Ça, dit-elle, c'était magnifique. Mais nous n'avions pas fini. La vraie tempête ne faisait que commencer. Parce que si Marc était un lâche, Chloé était tout autre chose. Chloé était une narcissique qui était sur le point de perdre son gagne-pain. Et mes parents étaient sur le point de choisir leur camp. Prépare-toi, dit Delphine en versant 2 verres de vin. Les émissaires appliquent. Comme par un fait exprès, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Ce n'était pas Marc. Ce n'était pas ma mère. C'était mon père. Et contrairement à Marc, mon père n'appelait jamais à moins que quelqu'un ne soit en train de mourir ou d'avoir de très gros ennuis. J'ai fixé l'écran. Papa appelle. Si je réponds à ça, ai-je dit à Delphine, il va exiger que je m'excuse. Alors ne t'excuse pas, dit Delphine. Dis-lui la vérité. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai décroché le téléphone. Allô, papa. Sophie. Sa voix était basse, déçue. Le ton qu'il utilisait quand j'avais un 15/20 sur un bulletin. Ta mère est en pleine crise d'hystérie.
Marc nous appelle en disant que tu es devenue folle et que tu as volé tout l'argent. Nous devons nous voir, nous tous, demain soir, pour le dîner. Nous allons régler ça en famille. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation à un tribunal. D'accord, dis-je, sentant un étrange calme s'installer en moi. J'y serai. Il ne le savait pas encore, mais il venait d'inviter le bourreau à dîner. La nuit précédant le dîner, je n'ai pas dormi. Mais cette fois, ce n'était pas à cause du chagrin. C'était à cause de la préparation. L'appartement de ma meilleure amie Delphine s'était transformé en salle de guerre. La table de la salle à manger était couverte de piles de papier, chacune étant un clou dans le cercueil de mon mariage et de ma relation avec ma sœur. Nous avions les relevés bancaires montrant les soins au spa de Chloé payés par mon salaire. Nous avions les captures d'écran des SMS de Marc traitant ma mère de vieille harpie autoritaire dans son dos. Et bien sûr, nous avions le Saint Graal, la chronologie liberté. Ils vont te tendre une embuscade, a averti Delphine, faisant les 100 pas dans la pièce avec un verre de vin rouge à la main. Elle n'était pas seulement mon avocate en ce moment. Elle était mon général. Ton père va jouer la carte de l'autorité. Il parlera des valeurs familiales et de la réputation. Ta mère va jouer la carte émotionnelle. Elle pleurera. Elle se tiendra la poitrine. Elle dira que tu lui brises le cœur. Je sais, dis-je, fixant la copie imprimée des notes de Marc. Ils font ça depuis toute ma vie. Le refrain de Chloé est fragile. Exactement. Et Marc va jouer la victime. Il va dire que tu étais distante, froide, que tu travaillais trop. Il va essayer de justifier la liaison comme un appel à l'aide. Il a déjà essayé ça au téléphone, ai-je marmonné. Me blâmant pour son manque de caractère. Tu ne dois pas réagir. Delphine a arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé droit dans les yeux. Sophie, écoute-moi. C'est la partie la plus importante. Si tu cries, si tu pleures, si tu jettes un verre, tu perds. Ils te qualifieront d'hystérique. Ils diront que tu es instable et l'utiliseront pour rejeter tout ce que tu dis. Tu dois être de glace. Tu dois être un chirurgien qui retire une tumeur, froide, précise, létale. Je peux le faire, dis-je, bien que mon estomac fasse des cabrioles. Et porte le tailleur, ajouta Delphine, désignant ma housse à vêtements. Ne mets pas la jolie robe à fleurs que ta mère aime. Porte le tailleur bleu marine puissant que tu portais quand tu as négocié ce contrat d'1 million d'euros pour ton entreprise l'année dernière. N'y va pas en tant que leur fille. Vas-y en tant que procureur. Le lendemain, j'ai suivi ces instructions à la lettre. J'ai passé la matinée à organiser les preuves dans 3 porte-documents en cuir noir identiques. Un pour moi, un pour mes parents, un pour Marc et Chloé à partager, puisqu'ils aimaient tant partager des choses qui ne leur appartenaient pas. À 17h, je me tenais devant le miroir. La femme qui me regardait était différente de la créature brisée qui avait sangloté dans la voiture 2 jours auparavant. Mes cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon sévère et lisse. Mon maquillage était impeccable, cachant les cernes sous mes yeux. Le tailleur bleu marine me seyait comme une armure. J'avais l'air vive. J'avais l'air d'avoir réussi. J'avais l'air dangereuse. On dirait que tu es sur le point de lancer une OPA hostile sur une entreprise du CAC 40, dit Delphine, adossée au cadre de la porte. Ou de détruire un petit pays. Juste une petite famille, les jeux corrigés. Je suis allé chez mes parents seuls. Delphine voulait venir, mais nous avons convenu que cela les rendrait immédiatement sur la défensive. Cela devait être fait par moi. Je devais me tenir sur mes 2 jambes. Les jambes qu'ils pensaient trop faibles pour me porter sans un mari. Mes parents vivaient dans une grande maison coloniale dans les beaux quartiers de la ville. C'était la maison où j'avais grandi, la maison où j'avais appris que mes besoins étaient toujours secondaires aux caprices de Chloé. En entrant dans l'allée, j'ai vu la voiture de Marc garée à côté du SUV de mes parents. Voir sa voiture là, dans l'allée de mes parents, m'a donné la nausée. Il avait couru vers eux. Il avait couru voir papa et maman pour me dénoncer, pour tisser sa toile de mensonges avant même que j'aie eu la chance de parler. J'ai attrapé le sac contenant les porte-documents. J'ai monté le chemin de briques. Je n'ai pas frappé. J'avais encore une clé et, pour la première fois de ma vie, je l'ai utilisée sans m'annoncer. Je suis entré dans le vestibule. La maison sentait le rôti et la vieille lavande. L'odeur des dîners du dimanche. L'odeur de l'obligation. Elle est là.
J'ai entendu la voix de ma mère depuis le salon. Elle était feutrée, anxieuse. Je suis entré. La scène était parfaitement mise en scène. C'était un tableau vivant de tragédie familiale. Mon père, Thomas, était assis dans son fauteuil à oreilles, l'air grave et déçu. Ma mère, Hélène, était sur le canapé, s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Et là, assis sur la causeuse ensemble, mais pas trop près, se trouvaient Marc et Chloé. Marc avait l'air pathétique. Il était mal rasé, portait une chemise froissée, la tête entre les mains. Chloé était blottie à côté de lui, l'air petite et fragile, portant un pull trop grand qui la faisait ressembler à une enfant. Quand je suis entré dans la pièce, le silence fut instantané. Ils ont tous levé les yeux. Ils s'attendaient à la Sophie qu'ils connaissaient. La Sophie qui s'excusait de prendre de la place. La Sophie qui se précipitait pour arranger les choses. Au lieu de cela, ils ont eu la Sophie en tailleur bleu marine tenant un porte-document en cuir comme une arme. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai marché jusqu'au seul fauteuil vide en face d'eux, je me suis assise et j'ai croisé les jambes. Alors, dit mon père, s'éclaircissant la gorge, clairement déstabilisé par mon attitude. Nous sommes tous là. Oui, dis-je, ma voix calme et égale. Finissons-en. J'ai une réservation dans un très bel hôtel ce soir, et je n'ai pas l'intention de rater l'enregistrement. Un hôtel, halta ma mère. Sophie, tu as une maison. Tu as un mari qui t'aime. 7. Cette comédie a assez duré. Je suis d'accord, dis-je en fixant Marc dans les yeux. La comédie a bien trop duré. La tension dans le salon était à couper au couteau. Mon père a pris les devants, comme il le faisait toujours. Il s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux, me lançant ce regard de déception paternelle qui me faisait autrefois m'effondrer. Sophie, commença-t-il, sa voix profonde et résonnante. Nous savons que tu es blessée. Nous savons que des erreurs ont été commises. Marc nous a tout dit. Vraiment, ai-je demandé, malicieusement. Tout. Il nous a parlé de la liaison, dit mon père, le mot liaison sonnant maladroit dans sa bouche. Et oui, c'est mal. C'est un péché. Nous ne le cautionnons pas. Mais Sophie, le mariage est une alliance. C'est pour le meilleur et pour le pire. On ne jette pas 10 ans comme ça à cause d'un moment de faiblesse. Un moment, ai-je répété. Ils étaient dans mon lit, papa. Pendant que j'étais à l'hôpital. Je sais, il a agité la main d'un air dédaigneux, comme si je me plaignais que Marc laissait la lunette des toilettes levée. Le timing était malheureux, mais Marc est plein de remords. Regarde-le. Nous avons tous regardé Marc. Il a réussi à faire couler une seule larme. Sophie, croassa-t-il. Je suis tellement désolé. J'étais perdu. J'avais peur pour ton opération. Je ne savais pas ce que je faisais. Chloé était juste là pour me réconforter. Et une chose en a entraîné une autre. J'avais peur, moi aussi, intervint Chloé, sa voix tremblante. J'étais si inquiète pour toi, Sophie. Marc et moi, nous nous rapprochions juste à cause de notre peur commune. C'est juste arrivé. Nous ne voulions pas te faire de mal. Nous t'aimons tellement. L'audace était à couper le souffle. Il réécrivait l'histoire en temps réel. Ta sœur n'a nulle part où aller, intervint ma mère, sa voix montant d'un ton. Tu l'as mise à la porte. Elle n'a pas d'argent, pas de travail. Comment peux-tu être si cruel? Nous t'avons élevée pour être gentille, Sophie. Pour protéger ta famille. Elle a raison, ajouta Marc, gagnant en confiance grâce à leur soutien. Sophie qui gèle les comptes, qui coupe mes cartes. C'est de la violence financière. J'ai parlé à un ami avocat. Tu pourrais avoir des ennuis pour ça. Un ami avocat, ai-je demandé. Serait-ce le même ami que tu as consulté pour la phase 4? Marc se figea. Ses yeux se sont dérobés sur la gauche. Nous voulons que tu rentres à la maison, déclara mon père, imposant sa loi. Nous voulons que tu débloques les comptes. Marc dormira sur le canapé pendant un certain temps. Toi et Chloé irez en thérapie ensemble. Nous allons arranger ça. Nous sommes une famille et nous ne divorçons pas. Pense au scandale. Pense à ta grand-mère. Elle aurait honte de toi si tu agissais de manière si impulsive. Ce fut le déclencheur. Impliquer ma grand-mère dans cette affaire.
La grand-mère qu'ils avaient ignorée de son vivant et dont ils cherchaient maintenant désespérément à mettre la main sur l'argent. Tu as raison, papa, dis-je en me levant. Grand-mère Babette aurait honte. Mais pas de moi. Je me suis dirigé vers la table basse au centre de la pièce. J'ai posé les 3 porte-documents noirs avec un bruit sourd. Qu'est-ce que c'est? Demanda ma mère, les regardant avec méfiance. Ceci, dis-je, est la version de l'histoire que Marc ne vous a pas racontée. La version où un moment de faiblesse est en fait un complot de 6 mois. J'ai fait glisser un porte-document vers mes parents. J'ai fait glisser l'autre vers Marc et Chloé. Ouvrez-le, ai-je ordonné. Mon père hésita, puis ouvrit la couverture en cuir. La première page était une capture d'écran agrandie d'un échange de SMS entre Marc et Chloé datant de 3 mois. Chloé, elle est tellement ennuyeuse, Marc. Je ne sais pas comment tu la supportes. Marc, je ne la supporte pas. Je ferme juste les yeux et je pense à toi. Attends un peu, bébé. Une fois que l'héritage sera débloqué, on se casse d'ici. J'ai vu la couleur quitter le visage de ma mère. Elle a regardé du papier à Chloé, puis de nouveau au papier. Quoi? Qu'est-ce que c'est, balbutia-t-elle. Continuez à lire, dis-je. Passez à l'onglet B. Mon père a tourné la page. L'onglet B était une impression des relevés de cartes de crédit que j'avais surlignés. Vous voyez ces débits? J'ai pointé du doigt. Le week-end où Marc a dit qu'il était à une conférence de design. Il était dans un hôtel en ville avec Chloé. Voyez la facture du service en chambre pour 2, champagne et huîtres, débitée sur mon compte. Pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer le style de vie de chômeuse de Chloé. Ça remonte à novembre, murmura mon père. Avant même qu'elle n'emménage. C'est exact, dis-je. Elle n'a pas emménagé parce qu'elle a perdu son travail, papa. Elle a emménagé parce qu'il voulait être sous le même toit pour faciliter le rendez-vous. Marc m'a convaincu de la laisser rester. C'était un coup monté. Chloé secouait la tête frénétiquement. Non, c'est faux. Elle a inventé tout ça. Sophie est douée en informatique. Elle les a photoshopés. Tais-toi, Chloé, dis-je sans même la regarder. Je n'ai pas fini. J'ai regardé mes parents. Ils étaient stupéfaits. Oui. Mais je pouvais les voir essayer de digérer, essayer de trouver un moyen de rationaliser. Je savais ce qu'ils pensaient. D'accord, c'était une longue liaison. C'est mal, mais peut-être qu'on peut encore sauver le mariage. Ils avaient besoin du coup de grâce. Ils avaient besoin de savoir qu'ils étaient aussi des cibles. Passez à la dernière section, dis-je, ma voix tombant dans un murmure mortel. Le document intitulé Chronologie Liberté. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruissement du papier. Les mains de mon père tremblaient alors qu'il tournait à l'arrière du porte-document. Marc a fait un mouvement pour se lever, son visage un masque de panique. Ne bouge pas, dis-je en pointant un doigt vers lui. Assieds-toi. À moins que tu ne veuilles que j'appelle la police et que je te dénonce pour tentative de vol qualifiée tout de suite. Il s'est rassis, ressemblant à un ballon dégonflé. Mon père a commencé à lire les notes de la chronologie Liberté à voix haute, sa voix tremblante d'incrédulité. Phase 3, l'argent. Convaincre Sophie de rembourser l'hypothèque avec l'héritage. Phase 4, la rupture. Demander le divorce. Réclamer 50% de la valeur de l'actif. Il s'est arrêté. Il a levé les yeux vers Marc. La déception dans ses yeux avait été remplacée par le choc. Mais je n'étais pas encore satisfaite. Lis la note en bas de la page 4, papa, ai-je instruit. Celle datée du mois dernier. Celle qui vous concerne, toi et maman. Mon père a plissé les yeux sur le papier. Il a lu. Ne t'inquiète pas pour ses parents. Thomas est un vantard pompeux qui se soucie plus des apparences que du bonheur de sa fille. Et Hélène est une idiote. Il suffit de complimenter sa cuisine et de lui dire qu'elle a l'air jeune et elle prendra notre parti. Ils feront pression sur Sophie pour qu'elle reste dans le mariage afin d'éviter un scandale. On peut les utiliser pour garder Sophie sous contrôle jusqu'à ce que le chèque soit encaissé. Le silence qui a suivi cette phrase était assourdissant. C'était le son d'une bombe nucléaire explosant dans une bibliothèque. Ma mère a laissé échapper un son qui était à mi-chemin entre un hoquet et un gémissement. Elle a mis une main sur sa bouche, fixant Marc avec des yeux écarquillés et horrifiés. Le fils qu'elle avait choyé,
l'homme qu'elle avait défendu à peine 10 minutes auparavant. Il l'avait traité d'idiote. Il avait prévu d'utiliser son amour pour lui comme une arme contre sa propre fille. Vous, murmura mon père. Il se leva lentement. Son visage prenait une dangereuse teinte violacée. Vous m'avez traité de vantard. C'était juste pour me défouler, balbutia Marc, levant les mains. J'étais en colère. Je ne le pensais pas. Sophie déforme tout. Déformé? J'ai ri. Un son froid et sec. Marc, ce sont tes mots, de ta tablette. Qui, soit dit en passant, est actuellement dans le coffre-fort du bureau de mon avocate. Je me suis tourné vers Chloé. Elle se recroquevillait dans les coussins du canapé, essayant de se rendre invisible. Et toi, dis-je doucement. Ma petite sœur, l'enfant prodige. Lis la phase 5, maman. Ma mère, les larmes coulant sur son visage, a regardé la page. Phase 5, Martinique. Acheter une propriété avec ses laisser le drame familial toxique derrière nous pour toujours. Drame familial toxique, ai-je répété. C'est vous, maman. C'est vous, papa. Elle allait prendre mon argent, s'enfuir avec mon mari, et ne plus jamais vous adresser la parole. Elle vous déteste. Elle se moque de vous dans votre dos pour la facilité avec laquelle vous lui donnez de l'argent. Ce n'est pas vrai, a hurlé Chloé. Maman, ne l'écoute pas. Elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse de moi. Jalouse? J'ai finalement haussé la voix, laissant la colère percer la glace. Jalouse de quoi, Chloé? Jalouse de ton chômage? Jalouse de ton incapacité à finir quoi que ce soit que tu commences? Jalouse du fait que tu dois voler mon mari parce que tu ne peux pas trouver un homme par toi-même? J'ai regardé mes parents. J'ai payé ce pull qu'elle porte. J'ai payé les mèches dans ses cheveux. J'ai payé l'essence de la voiture qu'elle a conduite pour venir ici. Et pendant tout ce temps, elle complotait pour voler la seule chose que ma grand-mère m'a laissée, ma sécurité. Mon père a regardé Marc. Puis il a regardé Chloé. Et finalement, il m'a regardé. Pour la première fois en 42 ans, il m'a vraiment vu. Il a vu la fille qui avait payé pour le nouveau toit. Il a vu la fille qui était toujours là. Et il a vu la fille qu'il venait d'essayer de sacrifier pour sauver un prédateur. Dehors, dit mon père. Sa voix était calme, mais elle portait un poids terrifiant. Papa, gémit Chloé. Dehors, a rugi mon père, frappant sa main sur la table basse si fort que les porte-documents ont sursauté. Vous deux. Sortez de ma maison. Marc s'est relevé en vitesse. Thomas, s'il te plaît, soyons raisonnables. N'ose pas m'appeler Thomas, gronda mon père en s'avançant. Tu es un voleur et un menteur. Et toi? Il regarda Chloé avec un air de chagrin total. Tu es une honte. Mais où irons-nous? A pleuré Chloé, de vraies larmes coulant enfin. Sophie nous a mis à la porte. Nous n'avons pas d'argent. Mon père m'a regardé. Il ne m'a pas demandé de leur donner de l'argent. Il ne m'a pas demandé de déverrouiller la porte. Ça, dit froidement mon père, n'est pas le problème de Sophie. Et ce n'est plus le mien. Le chaos qui a éclaté était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Marc, réalisant que son offensive de charme avait échoué et que la banque où papa-maman venait de fermer ses portes, s'est retourné contre la seule personne qu'il restait à blâmer. Il s'est retourné contre Chloé. C'est ta faute, lui a-t-il crié, son visage déformé et laid. Toi et tes stupides SMS. Tu avais dit qu'il ne vérifierait pas. Tu avais dit que tes parents s'occuperaient d'elle. Moi, a hurlé Chloé en se levant et en le poussant. C'est toi qui as écrit ces foutues notes. C'est toi le génie qui a laissé la tablette à la maison. Espèce d'idiot. Ne me touche pas, Marc l'a repoussé. Elle a trébuché et est tombée sur le tapis. Et mon père s'est jeté en avant, attrapant Marc par le col de sa chemise froissée. Ne la touche pas, sors d'ici maintenant. Mon père, un homme de 65 ans souffrant d'hypertension, traînait un homme de 20 ans son cadet vers la porte d'entrée. C'était pathétique et digne à la fois. Ma mère sanglotait sur le canapé, serrant le porte-document contre sa poitrine comme si c'était un livre sacré de douleur. Ma famille, gémissait-elle. Ma famille est détruite. Je suis resté là, insensible au chaos. J'avais l'impression de regarder une pièce depuis les sièges du balcon.
J'ai ramassé mon porte-documents. J'ai vérifié ma montre. Je pars maintenant, ai-je annoncé calmement. La bagarre s'est arrêtée une fraction de seconde. Ils m'ont tous regardé. Sophie, pleura ma mère, me tendant la main. Sophie, s'il te plaît, ne pars pas. Nous sommes désolés. Nous ne savions pas, j'ai regardé sa main, la main qui avait toujours caressé la tête de Chloé tout en me donnant une liste de corvées. Vous ne saviez pas parce que vous ne vouliez pas voir, dis-je. Vous avez choisi de voir ce que vous vouliez voir. Vous vouliez tellement la famille parfaite que vous l'avez laissée pourrir de l'intérieur. Sophie, attends, a crié Marc depuis l'entrée où mon père le poussait dehors. Sophie, bébé, on peut arranger ça. Je signerai un contrat post-nuptial. Je ferai n'importe quoi. Ne me laisse pas avec elle. Il a fait un geste sauvage en direction de Chloé. Je suis passé devant lui. Je l'ai toisé avec un détachement froid. Tu n'as pas à être avec elle, Marc. Tu es libre. Vous êtes tous les deux libres. Vous avez la liberté que vous vouliez. Vous n'avez juste pas l'argent. Je suis sorti par la porte d'entrée, passant devant mon père qui haletait, le visage rouge. Sophie, dit mon père, sa voix rauque. Sophie, je. Au revoir, papa, dis-je. J'espère que tu changeras les serrures. Il pourrait essayer de revenir pour l'argenterie. J'ai descendu le chemin de briques jusqu'à ma voiture. Derrière moi, je pouvais entendre Chloé crier après Marc dans l'allée. J'entendais ma mère gémir à l'intérieur de la maison. C'était une symphonie de destruction. Je suis monté dans ma voiture. J'ai fermé la porte et le silence est revenu. Mais cette fois, ce n'était pas le silence terrifiant d'une maison vide. C'était le silence paisible et purificateur de la liberté. Je ne suis pas allé à un hôtel. Je suis retourné chez Delphine. Quand je suis entré, Delphine attendait avec un bol de pop-corn et une bouteille de champagne. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage calme et aux yeux secs, et a souri. Avons-nous gagné, demanda-t-elle. Nous n'avons pas seulement gagné, dis-je en enlevant mes talons. Nous avons appliqué la politique de la terre brûlée. Je lui ai tout raconté. L'expression sur le visage de mon père quand il a lu le commentaire sur le vantard. La façon dont Marc s'est retourné contre Chloé. La façon dont ma mère a réalisé que son enfant prodige était un parasite. Alors, que se passe-t-il maintenant, demanda Delphine en me versant une coupe de champagne. Maintenant, dis-je en prenant une gorgée. On laisse les avocats s'occuper de la carcasse. J'ai une vie à construire. Les semaines suivantes furent un tourbillon de paperasse juridique, mais pour la première fois de ma vie, j'en ai apprécié chaque seconde. Delphine a déposé la demande de divorce le lendemain du dîner. Nous avons cité l'adultère, mais plus important encore, nous avons inclus les preuves de tentative de dissipation des biens matrimoniaux et de complot en vue d'escroquerie. Marc a essayé de se défendre. Il a engagé un avocat bon marché, probablement payé en utilisant au maximum une de ses propres cartes de crédit secrètes, qui a tenté de faire valoir qu'il avait droit à une pension alimentaire. Il a affirmé que j'avais été le principal soutien de famille pendant 10 ans et qu'il avait sacrifié sa carrière pour soutenir la mienne, un mensonge éhonté. Il a exigé 3 000 € par mois de pension alimentaire. Delphine l'a détruit en médiation. Nous étions assis en face l'un de l'autre à la longue table en acajou. Marc ne voulait pas me regarder. Il avait l'air plus mince, hagard. Son costume bon marché ne lui allait pas bien. Chloé n'était nulle part en vue. Monsieur Renaud, dit Delphine en faisant glisser un morceau de papier sur la table. Ceci est une impression de votre chronologie liberté. Vous y exposez explicitement votre plan pour obtenir frauduleusement l'héritage de Sophie puis divorcer d'elle. Cela démontre une mauvaise foi. Si vous poursuivez votre demande de pension alimentaire, nous engagerons une action civile pour fraude et détresse émotionnelle. Nous publierons également le texte intégral de vos messages avec Chloé, y compris ceux dénigrant vos clients actuels, dans le domaine public. L'avocat de Marc a pris le papier, l'a lu et a pâli. Il a chuchoté quelque chose frénétiquement à l'oreille de Marc. Marc m'a regardé. Ses yeux étaient cerclés de rouge. Sophie, s'il te plaît. Je n'ai rien. Je vis dans un motel. Chloé a volé mon ordinateur portable et l'a mis au clou. Je n'ai pas scié. Cela ressemble à un problème personnel, Marc. J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour me remettre sur pied. Pour le bon vieux temps.
Pour le bon vieux temps, dis-je, je ne porte pas plainte pour fraude à la carte de crédit. C'est mon cadeau pour toi. Prends-le et signe les papiers. Il a signé. Il est reparti avec rien d'autre que ses effets personnels que j'avais emballés et laissés dans un garde-meuble prépayé pour un mois. Il n'a eu aucune pension alimentaire, aucune partie de la maison, aucune pension, aucun héritage. Chloé s'en est sortie encore moins bien. Mes parents, ébranlés jusqu'à la moelle, ont finalement coupé le cordon. Ils lui ont dit qu'elle devait trouver sa propre voie. Ils ne lui ont pas donné d'argent. Ils ne l'ont pas laissé revenir vivre chez eux. J'ai entendu dire par une amie commune que Chloé squattait les canapés de vieux amis de la fac, brûlant les ponts un par un à mesure qu'ils réalisaient à quel point elle était toxique. Elle a essayé de m'appeler d'un numéro masqué une fois. J'ai entendu sa voix. Sophie, je suis malade. J'ai besoin. J'ai raccroché et j'ai changé de numéro le lendemain. La partie la plus satisfaisante a été la maison. Je ne pouvais plus y vivre. Elle était souillée. Je l'ai mise sur le marché. Comme c'était un marché de vendeurs et que je l'avais maintenue en parfait état, elle s'est vendue en 3 jours pour bien plus que le prix demandé. J'ai pris les fonds propres de la maison, je les ai combinés avec l'héritage de ma grand-mère, qui était maintenant entièrement sécurisé à mon nom seul, et j'ai acheté un nouvel endroit. C'était un appartement en ville, au 20e étage. Il avait des bails vitrés donnant sur les toits. C'était moderne, élégant et entièrement à moi. Pas de chambre d'amis pour des sœurs parasites. Pas de man cave pour des maris paresseux. Juste moi. Un mois après la finalisation du divorce, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle était manuscrite. L'enveloppe était épaisse. Je me suis assise sur mon nouveau balcon, la tenant longtemps avant de l'ouvrir. Très chère Sophie, je sais que nous n'avons aucun droit de te demander pardon. Nous t'avons abandonné. Nous étions aveugles à la nature de Chloé parce que nous ne voulions pas croire que nous avions élevé quelqu'un capable d'une telle cruauté. Nous avons pris ta force pour acquise. Nous pensions que tu étais invincible, alors nous ne pensions pas que tu avais besoin de protection. Nous avions tort. Ton père et moi voyons un thérapeute. C'était son idée. Nous voulons être les parents que tu mérites si jamais tu choisis de nous laisser revenir dans ta vie. Nous respectons ton besoin d'espace. Sache juste que nous t'aimons et que nous sommes si fiers de toi. Je n'ai pas pleuré. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans un tiroir. Je n'étais pas encore prête à les voir. Peut-être dans un an. Peut-être jamais. Mais la colère avait disparu. Elle s'était consumée, laissant derrière elle un espace propre et vide où je pouvais planter quelque chose de nouveau. Je me suis concentré sur ma carrière. Libéré du fardeau émotionnel de la gestion d'un homme-enfant et d'une reine du drame, ma productivité a grimpé en flèche. J'ai été promu vice-présidente du marketing. J'ai commencé à voyager. Je suis allé en Italie seul, un voyage que Marc avait toujours promis que nous ferions un jour. J'ai mangé des pâtes, bu du vin et flirté avec un beau serveur à Florence qui ne connaissait ni mon nom ni mon passé. 6 mois plus tard, j'étais à un gala de charité pour le musée d'art local. Je portais une robe dorée qui scintillait sous les lumières, audacieuse, sans complexe. Je riais avec un collègue quand je l'ai vu. Pas Marc, mais quelqu'un de ma vie passée. C'était le meilleur ami de Marc, Julien. Julien m'a vu et a hésité. Il avait l'air de s'attendre à ce que je lui jette un verre au visage, mais j'ai souri et lui ai fait signe de venir. Sophie, dit-il, l'air nerveux. Waouh, tu es incroyable. Je me sens incroyable, Julien. Comment vas-tu? Je vais bien. Écoute, à propos de Marc. Je voulais juste dire que je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je ne connaissais pas toute l'étendue de l'affaire, mais je savais qu'il était malheureux. J'aurais dû dire quelque chose. Ce n'est rien, dis-je. Ce n'est pas ta faute. Comment va-t-il? Je l'ai demandé par pure curiosité, comme on demande des nouvelles d'un personnage dans un livre qu'on a fini de lire. Julien a grimacé. Pas très bien. Il vit dans un sous-sol à Bobigny avec 2 colocataires. Il travaille dans une imprimerie. Il essaie de m'emprunter de l'argent parfois. Il parle beaucoup de toi. Il dit que te quitter est la plus grande erreur de sa vie. Je parie qu'il le dit, dis-je en prenant une gorgée de champagne. Et Chloé, ai-je demandé. Oh, c'est un film d'horreur, Harry Julien. Elle a trouvé un type plus âgé, riche, 2 fois son âge. Elle a emménagé avec lui,
mais j'ai entendu dire qu'il est contrôlant. Il traque son téléphone, lui donne une allocation. Elle est essentiellement une femme trophée pour un type qui la traite comme un meuble. Elle est misérable. Justice poétique. La fille qui voulait une vie facile en a eu une, mais le prix était sa liberté. L'homme qui voulait être libre de toute responsabilité s'est retrouvé avec rien d'autre que la responsabilité de ses propres échecs. Eh bien, dis-je en trinquant avec Julien. À la santé du karma. Ce soir-là au gala, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelait Daniel. Ce n'était pas un artiste fringant ou un indépendant charmant. C'était un juriste d'entreprise. Il était stable. Il avait des yeux bienveillants et un rire discret. Il m'a interrogé sur mon travail et il a réellement écouté les réponses. Nous avons commencé à nous fréquenter lentement, prudemment. À notre 3e rendez-vous, je lui ai parlé de mon mariage. Je n'ai rien édulcoré. Je lui ai parlé de la trahison, de la sœur, du complot. Il ne m'a pas regardé avec pitié. Il m'a regardé avec respect. Tu as survécu à ça, dit-il en tendant la main sur la table pour prendre la mienne. Et tu n'as pas laissé ça te rendre amer. C'est incroyable. J'ai été amer pendant un certain temps, ai-je admis. Mais l'amertume, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. J'ai décidé de boire du champagne à la place. Daniel a ri. J'aime cette philosophie. La vie avec Daniel était différente. Ce n'était pas une montagne russe de haut et de bas. C'était constant. C'était sûr, mais ce n'était pas ennuyeux. C'était la sécurité d'un port où l'on peut enfin jeter l'ancre et se reposer. Un samedi matin, environ un an après le divorce, j'étais assise sur mon balcon. J'avais commencé un potager en bac. Tomates, basilic, poivrons. Je les arrosais, sentant le soleil sur mon visage. Mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai hésité. Je ne leur avais pas parlé depuis plus d'1 an, à l'exception d'une brève carte de Noël. J'ai répondu. Salut, papa. Sophie, sa voix semblait plus vieille. Plus fragile. Je voulais juste savoir comment tu vas. Ta mère a fait une tarte aux myrtilles. Elle s'est souvenue que c'est ta préférée. On se demandait si tu n'es pas occupé, peut-être que tu pourrais passer prendre un café. Sans pression, juste un café. J'ai regardé l'horizon de la ville. J'ai regardé Daniel, qui était à l'intérieur en train de faire des crêpes, fredonnant un air. Je me sentais forte. Je me sentais entière. J'aimerais beaucoup, papa, dis-je. J'amènerai Daniel. Tu vas l'aimer. C'est un avocat. Un avocat? Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Ça semble raisonnable. Nous serions ravis de le rencontrer. J'ai raccroché. Je savais que les choses ne seraient jamais plus les mêmes avec mes parents. La confiance était fissurée comme un vase recollé. Mais peut-être, juste peut-être, pourrions-nous construire quelque chose de nouveau. Pas une famille parfaite, mais une vraie. Je suis allé chez mes parents cet après-midi-là avec Daniel. Le trajet qui me remplissait autrefois d'effroi me semblait maintenant tout à fait ordinaire. Quand nous sommes arrivés, la maison semblait la même, mais plus petite d'une certaine manière. Mes parents attendaient sur le porche. Ils avaient l'air plus âgés. Ma mère m'a serré dans ses bras et elle m'a tenu fort, tremblant légèrement. « Je suis désolée » a-t-elle murmuré dans mes cheveux. « Je t'aime. »« Je sais, maman, dis-je. » Et j'ai réalisé que je leur pardonnais. Pas pour eux, mais pour moi. S'accrocher à la colère était trop lourd à porter dans mon nouvel avenir radieux. Nous nous sommes assis dans le jardin. Daniel a charmé mon père en parlant de golf et de droit de la responsabilité civile. Ma mère a servi la tarte. Elle était délicieuse. À un moment donné, je suis rentré pour aller aux toilettes. Je suis passé devant la chambre d'amis, la chambre où Chloé avait séjourné. La porte était ouverte. La chambre avait changé. Ma mère l'avait transformée en salle de couture. Le lit avait disparu. Les murs étaient peints d'un jaune joyeux. Toute trace de Chloé avait été effacée. C'était un message silencieux. Tu es la fille qui reste. Au moment de partir, mon père m'a prise à part. J'ai entendu parler de Marc, dit-il doucement. Quelqu'un m'a dit qu'il essaie de trouver un travail au magasin de bricolage local. Tant mieux pour lui, dis-je.
Un travail honnête. Et Chloé, hésita-t-il. Elle a envoyé une lettre pour demander de l'argent. Que as-tu fait, ai-je demandé, observant attentivement son visage. Je l'ai retourné à l'expéditeur, dit-il en me regardant dans les yeux. J'ai une fille, Sophie, et je suis très fier d'elle. Je suis rentré chez moi avec Daniel, me sentant plus légère que l'air. Quand nous sommes revenus à mon appartement, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de violet et d'or. Je suis sorti sur le balcon et j'ai regardé les lumières de la ville s'allumer une par une. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a 1 an. La femme qui se tenait paralysée devant une porte de chambre, terrifiée de perdre un homme qui ne l'aimait pas et une sœur qui la méprisait. J'ai eu envie de remonter le temps et de serrer cette femme dans mes bras. J'ai eu envie de lui dire, ça va aller. Tu vas tout perdre et ce sera la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. J'ai perdu un mari infidèle, mais j'ai trouvé un partenaire. J'ai perdu une sœur toxique, mais j'ai trouvé ma propre valeur. J'ai perdu une illusion familiale, mais j'ai trouvé ma vérité. La cicatrice sur mon côté de l'opération s'est estompée pour devenir une fine ligne blanche. Parfois, quand le temps change, elle me démange un peu. Un rappel. Elle me rappelle que je peux être ouverte. Je peux saigner. Je peux être blessé, mais je guérirai. Et la nouvelle peau est plus résistante que l'ancienne. Si vous écoutez ceci et que vous vous sentez piégé, piégé dans un mariage qui vous rend seul, piégé par une famille qui vous fait vous sentir petit, piégé par votre propre peur de tout recommencer, s'il vous plaît, écoutez-moi. Le silence n'est pas la fin. La porte qui se ferme n'est pas la fin. C'est le début. N'ayez pas peur de brûler les ponts qui mènent aux personnes qui vous ont fait du mal. La lumière des flammes vous aidera à trouver votre chemin vers les personnes qui vous méritent. Je m'appelle Sophie. J'ai 43 ans. Ma vie est calme. Mon jardin pousse. Et pour la première fois depuis une éternité, je suis libre.